C'est là que j'ai compris que la seule différence entre le sexe gratuit et le sexe payé, c'est qu'un est payé et l'autre non. Je travaille comme escorte dans un salon de massage. Une fille m'a prise sous son aile dès le début et m'a expliqué comment tout fonctionnait. Les clients peuvent recevoir un massage classique avec une fin heureuse, ou bien payer un supplément, on fixe chacune nos propres tarifs, pour des services supplémentaires. Je suis entré dans ce milieu parce que j'avais déjà fait du travail en ligne, vidéo, camp show, et j'adorais être dans ce secteur, mais je détestais être constamment attaché à un écran. J'avais entendu du bien de cet endroit, alors je me suis lancé. Le premier jour, j'étais nerveuse parce que c'était encore un terrain inconnu pour moi. Quand un client s'est présenté sans rendez-vous, on l'a installé dans une salle pour une séance de 30 minutes. Je me souviens être allé fumer une cigarette dans la salle des filles, en train de faire une mini-crise de panique. Puis je me suis lancé, je suis entré dans la pièce pour le saluer. Il avait une trentaine d'années, très séduisant, et il n'a pas tenu très longtemps. Une fois cette première expérience passée, les nerfs sont tombés d'un coup, et tout est devenu plus naturel. Le deuxième client de la journée était jeune, super bien monté, et franchement, j'ai passé un excellent moment. Ce mec savait exactement ce qu'il faisait. Je ne me souviens que de ces deux-là pour ce premier jour. Ça fait maintenant plus d'1 an que je bosse là, et j'y suis toujours très bien. Aucun de mes clients n'a jamais été agressif ou même désagréable. Tous ont été respectueux. J'adore mon travail, et j'aime faire du bien aux gens. Ce job comble mon appétit sexuel, et il remplit aussi mon portefeuille. Je peux travailler un seul shift par semaine et gagner suffisamment pour me soutenir tout en étant étudiante à plein temps à l'université. C'est gagnant sur toute la ligne. 10 sur 10, je continuerai sans hésiter. C'était terrifiant. Mon loyer allait bientôt être dû et je pensais n'avoir aucune autre option, alors je suis allé directement sur Craigslist pour proposer des services sexuels. J'étais parfaitement consciente du danger que je courais, mais à ce moment-là, tout ce qui comptait pour moi, c'était de payer mon loyer à temps. Je publiais dans une ville connue pour être l'une des capitales du meurtre. J'ai détesté cette expérience. J'ai détesté chaque homme que j'ai rencontré ensuite dans ce milieu et j'essaie de ne pas penser à cette période de ma vie. Je pensais que, comme j'étais déjà très promiscu et habitué à coucher avec des inconnus, ce ne serait pas si terrible. Mais c'est bien pire quand on ne peut pas choisir. Il y a une raison pour laquelle certains hommes paient pour du sexe. Ce sont souvent des hommes inquiétants ou tellement repoussants que payer est leur seul moyen pour qu'une femme les regarde. Je suis sûr que je vais me faire critiquer pour dire ça, Reddit déteste quand je parle en mal de la prostitution. Beaucoup de gens ont cette image idéalisée et romantisée de ce milieu, alors que moi, j'ai passé des années à boire à l'excès pour essayer d'effacer les souvenirs de ma tête. Finalement, je suis allé en école professionnelle et j'ai aujourd'hui un métier bien payé, que beaucoup trouvent excitant, dans le secteur industriel. Mais jamais je n'échangerai ce travail contre n'importe quelle forme de travail du sexe. J'aime vraiment ce que je fais. Et j'ai même le plaisir de pouvoir dire à n'importe quel homme qui me drague au boulot d'aller se faire foutre avec une ligne d'air comprimée. Il y a plusieurs décennies, j'ai été dominatrice, dans un cadre non sexuel. Ça signifiait que je ne me déshabillais presque jamais, qu'il ne pouvait pas me toucher, et que c'était entièrement moi qui décidais si je les touchais ou non. Avant ça, j'avais été buni au Playboy Club, mais celui-ci venait de fermer. Ma manager travaillait alors dans un donjon et m'a aidé à y entrer. C'était un établissement haut de gamme, très exclusif. J'ai d'abord été formé par elle, et le club avait même un soumis attitré sur lequel on pouvait s'entraîner. J'ai fait environ 5 jours en binôme avant de mener ma première séance en solo. Mon tout premier client seul était un bel Allemand, un habitué qui revenait tous les 2 mois, mais je ne le savais pas à l'époque. Pendant mes 2 ans là-bas, c'est resté le client le plus extrême et tordu que j'ai jamais eu. C'était un genre de bizutage, une blague qu'il faisait à toutes les nouvelles.
C'était aussi la première fois que je portais une combinaison en latex, inconfortable, oppressante et bouillante. Les pièces étaient maintenues à 21 degrés Celsius, mais j'étais tellement stressé que je sentais la sueur me couler depuis le cuir chevelu jusque dans le décolleté. J'ai enchaîné le client sur une croix en X, mais mes bras collaient aux côtés de la tenue et faisaient des bruits ridicules à chaque mouvement, ce qui me faisait éclater de rire. Difficile de rester dans le personnage. Le type me tournait le dos et répétait qu'il avait été vilain et qu'il méritait d'être puni. Il voulait que je le fouette plus fort, et à force, mon bras tremblait de fatigue. Son dos était couvert de marques, certaines commençaient à saigner. À un moment, il me supplie de ne pas scarifier son tout petit pénis, alors qu'en réalité, il était tout sauf petit. Je savais ce qu'était la scarification, mais je ne l'avais jamais pratiquée. Heureusement, les tiges étaient en silicone, donc souples. Quand j'ai réussi à introduire la plus épaisse, il m'a dit « Me fais pas un lavement ». Là, j'étais en mode quoi. Je lui ai mis un bandeau sur les yeux et suis sorti pour demander conseil à la maîtresse principale. Elle m'a tendu un sac en velours contenant une bouteille tiède, un tube et du lubrifiant. Puis elle m'a balancé une bâche en plastique avec un sourire, « Tu vas en avoir besoin ». Je suis retourné dans la pièce et j'ai fait mon boulot. C'était franchement dégoûtant. Mais ça m'a facilité la tâche pour lui mettre des claques ensuite. Quand j'ai retiré la tige de scarification, il a éjaculé. C'était tellement surréaliste. J'ai gagné $500 pour cette séance-là. La plupart des clients étaient là pour environ 40 minutes d'humiliation et de torture consensuelle. C'était un travail aussi épuisant mentalement que physiquement, mais on ne pouvait jamais dire qu'on s'y ennuyait. Quand j'ai commencé, je travaillais dans une agence, donc je ne pouvais pas filtrer moi-même les clients ni vraiment choisir qui je voyais. Mon premier client était un vieil homme asiatique très calme et doux qui voulait juste une fellation lente de la part d'une jolie fille. Franchement facile. Mon deuxième client, en revanche, était un type couvert de taches de rousseur, qui avait réservé 2 heures, pris du Viagra et voulait littéralement du sexe ultra intense et brutal pendant tout le temps. Je ne savais pas encore vraiment comment m'affirmer et dire « Non mec », mais sérieusement, après ce rendez-vous, j'étais paniqué à l'idée que ce soit la norme. Heureusement, je n'ai revu qu'un seul autre client comme ça, et je n'étais pas prête à continuer la séance jusqu'au bout, donc on s'est arrêté là. Je savais qu'on n'était pas compatibles. Mon troisième client était un gars super anxieux et discret, un technicien très nerd. J'ai réussi à le mettre à l'aise petit à petit et on a fini par bien accrocher. Il était beaucoup plus détendu après ça. La plupart de mes amis sont aussi des nerds, j'ai grandi dans cet univers, donc c'était totalement mon domaine. Les nerds maladroits du monde de la tech sont même devenus une grande partie de ma clientèle régulière. J'espère les aider à être un peu moins maladroits et plus sûrs d'eux avec les autres femmes, pas juste avec moi. Mais au moins, je sais que je les aide à devenir meilleurs au lit. Ce rendez-vous m'a vraiment rassuré après celui avec le mec au Viagra, et je me suis mis à espérer que mes autres clients seraient plus comme ça. Le quatrième était un homme très âgé, ancien financier à la retraite, qui avait acheté une ferme et y travaillait tous les jours. Il avait des mains super puissantes et a passé quasiment toute la séance à me faire un massage en me remerciant pour le travail que je fais. C'était incroyablement touchant et doux. Il avait aussi l'un des plus gros sexes que j'ai jamais vus. Le dernier client de la journée s'est avéré être le plus représentatif de ce à quoi ressemblent généralement mes séances, et c'était une bonne façon de terminer. Dans l'ensemble, cette journée m'a donné un bon aperçu de ce que je pourrais rencontrer dans ce milieu. J'ai été escorte masculin très brièvement au début des années 2000. Mon tout premier appel était pour un couple marié dans une chambre d'hôtel, dans un casino. En arrivant, je suis allé à la réception pour signaler que j'étais là. C'était avant que tout le monde ait un téléphone portable, et on m'a dit d'attendre dans le hall. L'attente m'a paru interminable, et plus le temps passait, plus j'étais nerveux. Finalement, la femme est venue me voir et m'a demandé si j'étais Jérémy, un faux nom. Elle était très attirante, ce qui m'a franchement soulagé.
Elle m'a emmené jusqu'à leur chambre où son mari m'attendait, nu, assis sur une chaise. Lui, en revanche, n'était pas du tout attirant. Il a commencé à nous donner des ordres, à nous dire de nous déshabiller, de faire ci, de faire ça. Ça ne me posait pas de problème, comme je l'ai dit, sa femme était vraiment belle. Mais à un moment, il a décidé de participer lui aussi, et c'est devenu immédiatement très gênant. Il était en mauvaise forme physique et avait du mal à faire quoi que ce soit. Ça a duré un moment, jusqu'à ce qu'il perde patience, qu'il dise d'un ton sec « c'est terminé » et qu'il se laisse tomber du lit pour aller regarder par la fenêtre. Je ne sais pas trop, peut-être qu'il boudait. Je me suis rhabillé en vitesse pendant que sa femme, elle, était au bar en train de se faire un verre, simplement vêtue de sa chemise à lui, avec un sourire bizarre sur le visage. J'ai essayé de sortir discrètement, mais elle m'a attrapé par le bras, m'a pratiquement noyé en me faisant avaler son verre d'un coup, m'a embrassé, puis m'a poussé hors de la chambre. Je me suis senti un peu étrange, mais j'avais gagné $300 en moins d'une heure. Avec le recul, je pense que j'étais trop jeune et pas assez expérimenté à l'époque. Aujourd'hui, je pourrais probablement être un bon escorte, mais à l'époque, mon principal atout, c'était que j'avais l'air plus jeune que mon âge. Maintenant, on dirait plutôt que je suis une silhouette en arrière-plan dans un épisode de Sons of Anarchy. Bref, ce n'était ni génial ni horrible. Un bon 5 sur 10 pour la femme canon. J'ai été mise à la porte quelques mois avant mes 18 ans. Ma sœur était stripteaseuse, escorte et avait même travaillé au Bunny Ranch à Vegas. C'est elle qui m'a emmené dans un club de striptease et m'a trouvé un emploi. À l'époque, je vivais dans ma voiture, j'allais à un collège communautaire et j'avais 2 boulots. Après un mois à gagner de l'argent en dansant, j'ai quitté mon poste de serveuse et mon emploi de caissière chez Best Buy. La première nuit, j'étais morte de peur. J'avais une énorme anxiété et j'étais très timide. C'était un club totalement nu et les stripteaseuses plus âgées, genre des femmes qui avaient l'air d'avoir 40 ans, étaient vraiment méchantes avec moi. Je n'avais pas encore les fameuses chaussures Lego des stripteaseuses, alors je portais de vieux talons en satin que j'avais utilisés pour un bal de promo. J'avais si mal aux pieds après avoir dansé toute la nuit dedans. À la moitié de ma première soirée, j'ai craqué et j'ai fondu en larmes comme un bébé. Je voulais abandonner, mais une serveuse, qui faisait plus office de proxénète qu'autre chose, m'a convaincu de rester. J'ai gagné beaucoup d'argent. La scène était toujours pleine. La raison pour laquelle j'ai pleuré, c'est qu'une vieille stripteaseuse usée, qui faisait des bruits avec son vagin, m'a vu comme une menace. Elle m'a humilié alors que j'étais sur scène pour la 3e fois de la soirée. J'ai craqué. Je ne me souviens plus exactement de ce qu'elle a dit, mais je me suis senti brisé, je me suis demandé pourquoi ça tombait sur moi. Mais je suis revenu le lendemain, et encore le jour d'après, et encore après. J'ai fini par trouver un hôtel qui acceptait de me louer une chambre même si j'étais encore mineur. Après environ 6 mois à vivre dans des hôtels, j'ai trouvé un appartement minable dans un immeuble qui a accepté de me louer parce que j'ai glissé un billet de $100 à la femme de l'accueil. J'ai continué mes études. J'ai maintenant 2 diplômes et je suis presque au bout d'un 3e. Mais je suis tellement cassé mentalement que je ne sors pratiquement plus de chez moi. J'ai mon permis, mais je fais en sorte que mon compagnon me conduise partout. Il essaie de m'encourager à sortir seul, mais je n'y arrive pas. Je ne l'ai pas précisé, mais ce club totalement nu était aussi le seul bar de la ville. Pendant presque 3 ans, je ne savais pas que ce n'était pas la norme pour la plupart des clubs. Je ne me souviens même pas du premier type que j'ai masturbé contre de l'argent. Nuit après nuit, tout est devenu flou. Heureusement, ils payaient tous au moins $150. Je me détestais encore plus à cause de ça. J'ai économisé mon argent, sauf quand il s'agissait d'alcool. Je suis devenu alcoolique. Je buvais environ 2 bouteilles de Crown Royal par nuit. Je gagnais énormément d'argent, mais ma famille trouvait toujours un moyen de me le prendre. Ma sœur a vidé mon compte plusieurs fois, me volant des milliers. Je me souviens d'un client qui ne voulait pas que je le masturbe. Il m'a fait croire que j'étais une vraie personne, que je méritais des choses.
Il avait remarqué que je n'avais que 4 tenues à mon nom, parce qu'il était toujours là à mon arrivée au club. Je dépensais pour des tenues de stripteaseuse, je voyais ça comme des vêtements de travail, donc je justifiais ça dans ma tête. Il m'a retrouvé au centre commercial et m'a appris à faire du shopping. Je ne l'ai plus jamais revu après ça. Il m'a fallu des années avant d'acheter un vrai lit pour moi-même. Je dormais par terre, sans raison, sauf peut-être par autopunition. J'ai fini par me prostituer en dehors du club. Mon premier client, je lui ai demandé 1000 $. Il a accepté. Je n'ai jamais baissé mon prix après ça. La première fois que je me suis retrouvé seul dans une chambre d'hôtel de luxe avec ce qui ressemblait à un cadavre, j'étais terrifié. Je m'attendais à être tué. Quand est venu le moment d'avoir un rapport, mon cœur battait si fort que je pouvais à peine bouger. Je pense que ce vieux pervers aimait ça, parce qu'il m'a donné un pourboire en plus d'humilier et m'a rebooké ensuite. J'ai appris petit à petit à gérer et à faire semblant d'aimer ça. Je pleurais en allant à la banque, puis je me noyais dans une bouteille pour m'anesthésier. Je suis devenu insensible à tout. J'ai arrêté le striptease il y a quelques années, mais j'ai gardé un client qui paye mon loyer et d'autres choses. Comme ma mère en profitait aussi, elle m'a toujours encouragé à continuer, encore aujourd'hui. Franchement, ma première journée a été un mélange étrange d'émotions et d'expériences. L'autre fille avec qui je travaillais ce jour-là avait une énergie incroyable. Elle m'a prise sous son aile dès le début, comme si elle avait senti que j'avais besoin d'un peu de stabilité dans ce tourbillon d'inconnus. Avant mon premier client, elle m'a tendu un verre de vin avec un sourire rassurant, en me disant que ça m'aiderait à faire redescendre la pression. Elle avait raison. Je n'ai plus jamais bu en travaillant depuis ce jour-là, mais ce verre m'a réellement permis de respirer un peu. J'ai eu droit à un client généreux qui m'a laissé un bon pourboire sans que je ne m'y attende. Mais j'ai aussi vécu un moment difficile quand un autre client a dépassé les limites et m'a agressé. C'était brutal, inattendu, et j'ai ressenti une vague de peur que je n'oublierai pas. Pourtant, ce qui m'a marqué encore plus, c'est la manière dont tout le monde autour de moi a réagi. La collègue, la réceptionniste et même la patronne ont accouru sans hésiter. Ils l'ont confronté immédiatement, lui ont dit clairement qu'il n'était plus le bienvenu, et l'ont mis dehors. Ce genre de situation ne s'est plus jamais reproduit. Contre toute attente, c'est dans ce cadre-là que je me suis senti pour la première fois en sécurité au travail. Je savais que je pouvais dire non, poser mes conditions, et qu'on m'écouterait. Je n'avais jamais eu autant de contrôle sur ma vie professionnelle auparavant. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je marchais lentement, un peu sonné mais aussi étrangement calme. J'avais gagné en une journée ce que je mettais une semaine entière à obtenir dans mon ancien boulot, celui où je me sentais constamment remplaçable. Ce soir-là, j'ai compris que je ne reviendrais pas en arrière. Pas parce que tout était parfait, mais parce que je savais que je venais de reprendre quelque chose que je pensais avoir perdu depuis longtemps, le pouvoir de choisir. J'ai commencé comme serveuse dans un club de striptease. 3 mois plus tard, j'ai décidé d'essayer la danse. Pendant tout ce temps, j'avais observé comment les filles travaillaient, comment les clients réagissaient, ce qu'il fallait dire, où se placer, comment guider les choses. Je connaissais déjà le rythme, les gestes, les phrases qu'on dit presque machinalement pour que tout se passe bien. Pourtant, le jour où je suis entré pour la première fois dans un salon VIP, mon corps n'a pas suivi. Je savais exactement quoi faire, et je l'ai fait. Mais mes mains tremblaient sans que je puisse les arrêter. C'était comme si mon corps réagissait à ma place, même si, dans ma tête, je me sentais plutôt calme. Le client l'a même remarqué. Il m'a regardé avec un air étonné et m'a demandé si tout allait bien. J'ai souri, j'ai répondu oui, et j'ai continué comme si de rien n'était. Après cette première heure, tout est redevenu normal. Mon corps a fini par s'adapter, et les tremblements ont cessé. Ce n'était pas de la peur. Je n'étais pas paniqué. C'était juste une réponse physique, une sorte de tension qui se relâche une fois qu'on a franchi le seuil. C'est ce moment précis qui m'a appris que parfois, on peut se sentir prête,
mais que c'est notre corps qui a besoin d'un temps de retard pour comprendre qu'on vient de sauter dans le vide. Ancien stripteaseur ici. Et franchement, c'était génial. L'ambiance, l'énergie, le mélange entre l'humour, le jeu de séduction et le pur délire, tout y était. C'était une vraie fête du début à la fin, et le public s'éclatait autant que nous. On a enchaîné les chorés, les rires, les moments un peu absurdes et même les acrobaties à 5 sur les enterrements de vie de jeunes filles. Ce n'était pas un job qui payait des fortunes, mais ce n'était pas vraiment le but. Ce que je venais chercher là, c'était cette adrénaline, cette liberté, ce sentiment de faire partie d'un spectacle vivant où tout peut arriver. Je referais un show sans hésiter si j'en avais l'occasion. Monter une nouvelle troupe, relancer une soirée comme ça, c'est encore quelque chose qui me trotte dans la tête. Il y avait une vraie complicité sur scène et dans la salle, quelque chose de spontané qu'on ne vit pas dans les boulots classiques. Cela dit, j'ai eu 2 petits moments de malaise ce soir-là. Le premier, c'est quand une dame assez âgée, visiblement très enthousiaste, a décidé de me saisir entre les jambes sans la moindre hésitation. J'ai été un peu sonné sur le coup, surtout parce que c'était totalement inattendu. Le deuxième, c'est $1 que je n'ai même pas senti passer. C'est en me rhabillant après le show que j'ai découvert qu'une autre femme m'avait glissé un billet tellement profondément entre les fesses que je l'avais totalement oublié. J'ai rigolé en le trouvant, mais je t'avoue que sur le moment, j'ai levé les yeux au ciel. Malgré ça, cette soirée reste un de mes meilleurs souvenirs. C'était décalé, c'était intense, et surtout, c'était libre. Je savais exactement dans quoi je m'embarquais. Avant de commencer, je bossais déjà depuis quelques mois pour l'agence, mais en tant que chauffeur. Je passais mes soirées à conduire les filles à leur rendez-vous, à attendre qu'elles sortent, à vérifier que tout se passait bien et qu'elles rentraient entières. Mon rôle, c'était de m'assurer qu'elles ne se faisaient ni voler, ni agresser, ni pire. J'étais un peu l'ombre rassurante en arrière-plan. Un jour, mon patron m'a dit qu'il avait reçu quelques demandes inhabituelles. Des femmes, cette fois, qui cherchaient des escort boys. Il m'a regardé et m'a lancé ça comme une idée en l'air. J'avais déjà vu le film Gigolo à tout prix, ça m'avait fait marrer à l'époque, et je me suis dit, pourquoi pas moi? J'avais 18 ans, je prenais soin de moi, j'avais une gueule plutôt présentable. Et franchement, ça m'intriguait plus que ça ne me faisait peur. Ma première cliente était une femme dans la trentaine avancée, venue pour une convention de pièces automobiles. Ce n'était pas une star de cinéma, mais elle avait du charme, de l'assurance, quelque chose de posé. Elle ne cherchait pas juste du sexe, elle voulait quelqu'un pour l'accompagner, parler, partager un moment un peu hors du temps pendant qu'elle était de passage. On a fini la soirée dans son lit, et au matin, après un petit café et une enveloppe laissée sur la table, je suis reparti comme si de rien n'était. Et puis j'ai recommencé. Encore et encore. Ce n'était pas toujours aussi simple ou agréable, mais il y avait une routine qui s'installait, une forme d'équilibre étrange entre le rôle à jouer et la personne qu'on reste malgré tout. J'ai continué comme ça pendant 3 ans, jusqu'à ce que je change d'état. Pas par lassitude, mais parce qu'une autre vie m'attendait ailleurs. C'était une libération. Au début, j'étais nerveux, un peu tendu, sans trop savoir comment les choses allaient se passer. Mais une fois lancé, j'ai rapidement retrouvé le sourire. Étant un homme, je suppose que mon expérience a été différente de celle de beaucoup d'autres. Pendant des années, j'étais ce garçon un peu maladroit, avec un physique que je ne savais pas comment assumer, même en approchant de la vingtaine. Puis un jour, presque par hasard, j'ai compris qu'il existait tout un monde que je n'avais jamais vraiment envisagé. Un cercle discret d'hommes plus âgés, raffinés, qui voyaient quelque chose chez moi que je n'avais jamais appris à apprécier moi-même. Une manière de vieillir, une posture, une certaine douceur que je portais sans en avoir conscience. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de devenir escorte. Rent boy, comme on dit dans ce milieu-là. J'ai fait ça pendant un peu plus d'1 an. Ce n'était pas un métier que je voyais comme une fin en soi, mais plutôt comme un passage.
Une parenthèse qui m'a permis de gagner un peu d'argent, certes, mais surtout de me réconcilier avec moi-même. D'être regardé autrement. D'être désiré pour ce que j'étais, sans avoir à jouer un rôle. Et puis j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari. À partir de là, ma vie a pris une autre direction. Mais je ne regrette rien. Je suis sorti de cette expérience grandi, plus sûr de moi, plus solide, et avec une estime de moi que je n'avais jamais connue avant. La première fois que j'ai fait de l'escorting, ce n'était pas du tout prévu. Ce n'était pas une décision mûrement réfléchie du genre « Ok, je vais me lancer là-dedans ». C'est juste arrivé. Je dansais dans un club ce soir-là, pas un club de striptease à proprement parler, juste un endroit où je tentais de grappiller quelques billets. J'avais déjà essayé dans des clubs plus classiques, mais ça ne marchait pas pour moi. Les autres filles faisaient des chiffres fous, elles parlaient de soirées à 1000 ou 2000 $, alors que moi je plafonnais à 100, parfois 3 cents quand j'avais de la chance. Et à chaque fois, je me disais qu'est-ce qui cloche chez moi. Ce soir-là, un homme m'a abordé. Il était direct, mais pas agressif. Il m'a proposé de me payer pour passer la nuit avec lui. J'ai hésité une demi-seconde, mais la vérité, c'est que j'étais à court d'options. J'avais besoin de l'argent pour le dépôt de ma maison, et je ne voyais pas comment y arriver autrement. Alors j'ai accepté. Quand je repense à cette nuit, je suis encore étonné qu'il m'ait offert autant. Parce que franchement, j'étais dégoûté. Je n'ai rien caché, je n'étais pas dans le jeu, pas dans le charme, juste absente. Il a quand même payé, sans rien dire. Je crois que j'ai passé cette soirée en mode automatique, à espérer que ça se termine vite. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec une certaine distance. Ce n'était pas glorieux, mais c'était réel. Une décision prise à un moment où je ne voyais pas d'autre solution. Et même si ce n'était pas un moment facile, il a marqué un tournant. Pas parce que j'ai adoré ça, mais parce que j'ai appris ce que j'étais prête à faire pour survivre. Dans ma vingtaine, j'ai fait un peu de travail d'escorte, ce qu'on appelle parfois gigolo. Au début, j'avais une vraie appréhension. J'avais cette peur un peu cliché de découvrir des clientes complètement éloignées de mes attentes, des femmes que je n'aurais pas su comment gérer. Et, pour être honnête, ma toute première cliente correspondait exactement à ce que je redoutais. Mais contre toute attente, l'expérience ne s'est pas du tout déroulée comme je l'avais imaginé. Elle ne voulait pas que je la touche de façon conventionnelle. Ce qu'elle cherchait, c'était autre chose, une dynamique bien précise. Elle m'a simplement demandé de la stimuler pendant qu'elle me faisait une fellation. Et elle savait ce qu'elle faisait. Je me souviens encore avoir été surpris par son assurance, son calme et surtout, par la façon dont elle contrôlait la situation tout en me mettant à l'aise. Mais c'est la deuxième cliente de cette même journée qui a bouleversé toutes mes idées préconçues. Elle était magnifique. Grande, avec quelques kilos en plus qui lui allaient parfaitement, elle me rappelait une version plus pulpeuse de Maria Menounos. Dès les premières minutes, elle a pris les devants et m'a clairement fait comprendre qu'elle voulait tout explorer. Aucun tabou, aucune hésitation. Elle est rapidement devenue une habituée. On se voyait régulièrement, presque comme un rituel entre nous. Elle était mariée, très riche, et c'était justement ça qui la grisait. Elle adorait l'idée de payer un homme pour faire avec elle tout ce que son mari ne faisait plus. Elle ne cherchait pas un amant romantique, ni même un lien affectif. Ce qu'elle voulait, c'était ce mélange de contrôle et de liberté, ce pouvoir de tout choisir, sans compromis. Avec le temps, elle est devenue ma cliente la plus fidèle et la plus généreuse. Et sans que je m'en rende compte, elle a aussi changé ma perception de ce métier. Ce n'était pas que du sexe, c'était souvent bien plus complexe que ça. Ma mère et moi vivions dans une sorte de trap house, un endroit où ça défilait constamment, surtout des hommes qui passaient chercher quelque chose ou simplement traîner. L'atmosphère était chaotique, mais c'était devenu notre quotidien. Et à force, on s'était mis à gérer les allées et venues presque sans y penser. Un jour,
Elle m'a dit qu'un de ses amis avait de la bonne weed et qu'elle voulait que je le rencontre. J'avais 20 ans. On a marché jusqu'à chez lui, elle m'a fait passer par l'arrière de la maison, m'a présenté, puis elle est repartie comme si tout ça était parfaitement normal. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas juste pour fumer. On a roulé un joint, il m'a regardé et m'a dit qu'il y avait ajouté un peu de crack. Je n'ai rien dit. J'étais trop nerveuse pour protester, trop figée pour reculer. Mon tout premier client, c'était un vieil homme de 87 ans. Il m'a balancé un billet de $100 après, sans un mot. Ma mère, elle, m'a demandé $70 pour m'avoir présenté. Je n'ai même pas protesté. Dans ce monde-là, tout se monnayait, même les connexions les plus toxiques. Avec le recul, je sais que les choses auraient pu très mal tourner. Mais pour moi, à ce moment-là, c'était un travail. Rien de plus. Et, aussi étrange que ça puisse paraître, j'ai fini par bien gagner ma vie grâce à ça. Je ne dis pas que c'était sain, ni que c'était ce que j'avais imaginé pour moi, mais c'était la réalité. Et dans cette réalité-là, j'ai survécu. Je connaissais une fille qui, de toute évidence, était devenue travailleuse du sexe, mais qui, si tu lui avais posé la question, n'aurait peut-être jamais su te dire quand exactement ça avait commencé. Parce que pour elle, ce n'était pas une décision claire, pas un moment précis où elle s'était dit « je suis une escorte maintenant ». C'était progressif, presque flou. Elle était passionnée par les motos sportives, traînait souvent dans le milieu, participait au rassemblement du vendredi soir. Un jour, après avoir couché avec un type, il lui avait proposé le lendemain de l'emmener faire du shopping et de lui offrir une tenue. Elle avait accepté sans trop y réfléchir. Et puis, petit à petit, les choses ont évolué. Un autre gars lui a lancé « Si tu viens chez moi ce soir, je t'emmène faire du shopping demain ». Et elle s'est dit « De toute façon, je l'aurais fait gratuitement. Alors pourquoi pas ?» À ses yeux, ce n'était pas encore un deal, c'était juste un échange agréable avec un bonus. Mais ce genre de proposition est devenu de plus en plus fréquent. Jusqu'au jour où c'est elle qui proposait directement au gars du groupe « Je couche avec toi ce soir pour $100 ». À ce stade-là, il n'y avait plus vraiment de zone grise. C'était devenu une transaction claire. La question que tu poses est intéressante, parce qu'elle touche à cette ligne floue entre ce qu'on appelle le sugar dating, l'échange de faveurs, et la prostitution explicite. Dans son cas, ce n'était pas un revirement soudain, mais une suite logique d'opportunités qu'elle avait acceptées en se disant chaque fois « ça me dérange pas, alors autant en profiter ». Le moment où c'est devenu officiel, c'est sans doute celui où elle a commencé à mettre un prix, à proposer elle-même un tarif. Mais la réalité, c'est que pour elle, ça n'a jamais été une bascule nette. C'était un glissement lent, presque imperceptible. Et au fond, je crois qu'elle ne s'est jamais vraiment demandé si c'était mal ou bien, juste si c'était utile, faisable, ou pas trop désagréable. Ma première journée dans ce boulot a été tout simplement incroyable. J'ai rencontré un homme plus âgé, plutôt séduisant, avec une présence calme et élégante. On est sortis dîner ensemble, dans un restaurant vraiment bon, pas un de ces endroits prétentieux, juste un lieu où tout, de la nourriture à l'ambiance, était agréable. La conversation coulait naturellement, sans gêne ni maladresse. Et quand on s'est retrouvés dans le parking, au moment de se dire au revoir, il m'a embrassé. Un vrai baiser, tendre mais intense, qui m'a laissé un peu étourdi. Il m'a envoyé de l'argent après ce rendez-vous. À aucun moment je ne me suis senti utilisé ou mal à l'aise. Au contraire, j'étais surprise de voir à quel point c'était fluide. La fois suivante, on s'est retrouvés à nouveau, cette fois avec plus d'intimité, plus de confiance. On a couché ensemble, et j'ai pris du plaisir, sincèrement. Ce n'était pas mécanique, ce n'était pas froid. J'ai eu des orgasmes, j'ai ri, je me suis senti bien, libre, valorisé. Et quand il m'a remis l'argent ensuite, je suis resté sans voix. Je ne m'attendais pas à recevoir autant. Je suis rentré chez moi ce soir-là euphorique. J'avais vécu un moment plaisant, partagé une vraie complicité, pris du plaisir,
et gagner une somme que je n'aurais jamais espérée pour une soirée aussi agréable. Rien ne m'avait préparé à ce mélange d'intimité, de respect et de générosité. Je me suis dit, à ce moment-là, c'est peut-être bien le meilleur job que j'ai jamais eu. Je l'ai vu de mes propres yeux, il y a quelques années. Une fille étrangère avait été amenée dans notre pays, mise sur le trottoir par son proxénète. Elle n'y arrivait pas. Elle ne pouvait pas faire le boulot, alors elle s'est noyée dans l'alcool pour fuir, pour s'anesthésier. À force de boire, elle s'est effondrée dans la rue, en larmes, incapable de se relever, visible à tous. Ce sont des gamins qui l'ont repérée et qui ont appelé les secours. Et c'est nous qui sommes arrivés. Mais au final, on l'a laissée là. Elle n'était pas assez blessée pour justifier un signalement automatique, pas assez instable pour une hospitalisation d'office. Et on savait que si on l'emmenait à l'hôpital, si on provoquait quoi que ce soit de visible, elle allait en payer le prix. Parce que le retour, pour elle, ce serait une correction. Une punition. Elle aurait payé pour avoir fait du bruit. Je ne me souviens plus de son visage, ni même de ses mots exacts. Mais ce que je n'ai jamais oublié, c'est ce que j'ai vu dans ses yeux. Cette façon qu'elle avait de parler, comme si elle s'était résignée. Comme si elle n'attendait rien, même pas de l'aide. C'était la détresse nue, crue, sans forme ni défense. C'était comme si la défaite elle-même avait pris forme humaine, s'était assise sur un trottoir sale, et avait trouvé une voie pour raconter à quel point elle n'espérait plus rien. Cette fille, ce jour-là, c'était la preuve vivante qu'on peut briser quelqu'un sans bruit, sans blessure apparente, juste en l'abandonnant assez longtemps. J'ai commencé en tant que sugar baby, puis j'ai glissé vers le travail du sexe à part entière, en tant qu'escorte. Aujourd'hui, je fais du camming en ligne. C'est un parcours qui peut sembler linéaire vu de l'extérieur, mais qui, en réalité, a été rempli de doutes, d'essais, d'erreurs, et surtout de moments très intenses. Mes tout débuts ont été terrifiants. Chaque nouvelle étape m'a mise face à une version de moi-même que je ne connaissais pas encore. J'étais nerveuse, souvent épuisée, parfois même désorientée. Il y a cette idée persistante que le travail du sexe, c'est de l'argent facile, des journées simples. Et oui, parfois ça l'est. Parfois tu gagnes une belle somme en peu de temps, parfois tu vis un moment agréable avec quelqu'un. Mais ce n'est clairement pas la norme. La vérité, c'est que si tu veux te lancer là-dedans, tu dois aimer ça pour de vrai. Pas aimer l'argent, pas aimer l'idée, mais aimer l'expérience elle-même. Parce que sans ça, tu te brises. Le poids du regard des autres, les risques à gérer au quotidien, la charge mentale que ça représente, c'est énorme. Et il faut une force réelle pour encaisser tout ça et continuer à avancer. Mais malgré tout, j'adore ce que je fais. Le travail du sexe m'a donné une liberté que peu de métiers peuvent offrir. J'ai pu reprendre mes études sans me soucier de l'argent. Je suis totalement indépendante, je n'ai de compte à rendre à personne. J'ai voyagé, rencontré des gens incroyables, eu des discussions qui m'ont transformé. Je me sens sexy, confiante, libre. Et même si ce n'est pas un chemin fait pour tout le monde, il a enrichi ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer autrement. Ce qui marche pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour une autre. Mais pour moi, ça a été un tournant. Pas toujours facile. Mais profondément formateur. J'ai brièvement travaillé comme stripteaseur pour pouvoir payer un semestre de cours et acheter mes livres. Le tout premier soir, alors que j'étais encore en train de me demander ce que je faisais là, une femme dans le public a crié « Sors ton zizi ». Et je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire, autant à cause du stress que parce qu'elle avait utilisé le mot zizi, complètement inattendu dans ce contexte. À partir de ce moment-là, tout est devenu étrangement simple. L'ambiance s'est détendue, autant pour moi que pour les gens autour. J'ai compris que je n'avais pas besoin de me prendre au sérieux pour survivre à cette expérience. Ce n'était pas un monde de jugement ou de pression, juste une scène, de la musique, et des gens venus oublier leur quotidien. Rapidement,
ce qui m'avait semblé humiliant s'est transformé en une sorte de jeu, un rôle à jouer, presque un théâtre. Et finalement, contre toute attente, j'y ai pris goût. Je suis aujourd'hui à la retraite depuis longtemps, mais à l'époque, j'avais 21 ans. Je venais de débarquer dans une nouvelle ville, sans emploi, un peu perdu, alors j'ai décidé de tenter ma chance dans un « club pour gentlemen » en tant que travailleuse du sexe. J'avais fait mes recherches, passé un entretien, je savais dans quoi je m'engageais. J'étais détendue, presque curieuse, prête à voir ce que ça allait donner. Ce jour-là, j'étais la seule fille à l'heure pour le service de jour. J'ai passé un long moment à discuter avec les réceptionnistes, à écouter leurs histoires, à essayer de comprendre les codes de l'endroit. Puis mon tout premier client est arrivé. C'était un homme très séduisant, anglais d'origine sri-lankaise, avec un sourire timide et une voix douce. Il était aussi nerveux que moi, et c'est sans doute ce qui a tout rendu plus facile. On a vite compris que c'était notre première fois à tous les deux. On a éclaté de rire en essayant de mettre un préservatif correctement, maladroit, un peu gêné, mais d'une manière presque touchante. Je ne me souviens plus vraiment des autres clients que j'ai vus ce jour-là. Ce dont je me souviens très clairement en revanche, c'est du montant que j'ai reçu à la fin de la journée. C'était plus que ce que j'avais gagné en une semaine complète en cumulant 2 jobs précaires. Ce contraste m'a frappé. Pas seulement sur le plan financier, mais aussi sur ce que cette expérience m'avait apporté en confiance et en autonomie. Au final, j'ai exercé ce métier pendant environ 7 ans. Ce n'était pas toujours facile, évidemment, mais j'ai appris à poser mes limites, à m'écouter, à choisir mes horaires et à reconnaître ce que je voulais vraiment. Et oui, je peux le dire sans honte, j'ai vraiment aimé cette période de ma vie. J'ai été danseuse exotique pendant 3 ans, mais je me souviens encore parfaitement de ma toute première soirée. L'ambiance était tendue, surtout à cause de l'accueil réservé aux nouvelles. Les autres danseuses étaient méfiantes, parfois franchement hostiles. Peut-être que c'était spécifique à ce club-là, je ne saurais dire, mais ce froid m'a marqué. On sentait qu'il fallait faire ses preuves, mériter sa place. Ce n'était pas seulement l'attitude des collègues qui rendait les choses difficiles. Il y avait aussi cette peur sourde, celle d'être reconnu par quelqu'un qu'on connaît. Le poids du jugement, du regard social, te colle à la peau les premières semaines. Tu te demandes ce que ça ferait si un ancien prof, un cousin ou même un ex te voyait sur scène. Ce genre de pensée ne te lâche pas facilement au début. Mais avec le temps, tout ça s'est estompé. Après quelques semaines, je me suis surprise à sourire avant d'aller bosser. Le travail est devenu léger, parfois même franchement amusant. Il y avait de la musique, du mouvement, des échanges humains étranges mais sincères, et une sorte d'adrénaline qui me faisait me sentir vivante. Cela dit, j'ai vite compris un truc essentiel, il fallait tracer une ligne claire entre ce que je faisais au club et ma vie en dehors. Ce n'est pas un métier qu'on peut laisser déborder dans le reste de son existence. Certaines tombent dans ce qu'on appelle le style de vie, ce mélange flou où les nuits s'allongent, les repères s'effacent et où tout tourne autour de l'argent rapide et des apparences. Je m'en suis tenu loin autant que possible. J'arrivais, je dansais, je repartais. Et c'est probablement ça qui m'a permis d'en garder un bon souvenir. C'était terrifiant. J'avais 21 ans et je n'avais jamais mis les pieds dans un club de striptease, même pas comme cliente. Pour ma première soirée, je m'étais acheté un ensemble soutien-gorge et culotte chez Marshall, le genre de truc qui passe pour sexy quand on n'a aucune idée de ce qu'on fait. J'avais aussi pris une paire de talons classiques, pas de plateforme, pas de semelles adaptées, bref, une erreur monumentale. On m'a dit de regarder la danseuse avant moi pour voir comment ça se passait. Elle était magnifique, sûre d'elle, chaque mouvement semblait naturel, comme si la scène lui appartenait. Moi, j'étais debout en coulisses, à moitié pétrifié, à me demander si j'allais réussir à marcher sans tomber. Je suis monté sur scène et, évidemment, j'ai glissé dès les premières secondes. Une vraie chute, les fesses directement sur le sol. Après ça,
Tout ce que j'ai pu faire, c'est m'agripper à la barre comme si ma vie en dépendait. Je me suis balancé maladroitement, le cœur qui battait trop vite, en espérant que personne ne m'arrête au milieu pour me dire que c'était terminé pour moi. À ma grande surprise, je n'ai pas été viré. Personne ne m'a ri au nez, personne ne m'a humilié. J'ai continué à venir, j'ai observé, j'ai appris. Petit à petit, j'ai compris comment bouger, comment marcher avec confiance, comment faire illusion même quand on tremble. Ces premiers jours restent gravés dans ma mémoire, pas comme un bon souvenir, mais comme une leçon. Chaque fois que j'y repense, j'ai encore un frisson de gêne, mais aussi une sorte de fierté. Parce que j'ai tenu bon. J'avais 18 ans, j'étais naïve, pleine d'illusions sur ce que ce travail allait être. Mon tout premier client m'a choisi précisément parce que j'étais nouvelle. Il était un habitué du club, quelqu'un que tout le monde connaissait, et ça le rendait presque intouchable. J'étais terrifié, mais je n'ai pas su dire non. Je me suis convaincu que c'était normal, que c'était comme ça que ça se passait pour tout le monde au début. Il m'a forcé à l'appeler « papa », et chaque fois qu'il me pénétrait, je serrais les dents pour ne pas montrer la douleur. À un moment, sans rien dire, il a retiré le préservatif. Je l'ai su, j'ai senti que quelque chose n'allait pas, mais je n'ai pas eu la force de l'arrêter. Personne ne m'avait prévenu que des clients pouvaient faire ce genre de choses. Ni la manageuse, ni la fille qui m'avait fait visiter le club et expliquer les règles. Je pensais être encadré, protégé, mais j'étais seul dans cette chambre avec quelqu'un qui savait exactement jusqu'où il pouvait aller sans conséquence. Je n'ai rien dit. Il était régulier, important pour le chiffre du club, et je savais très bien que si je parlais, on me ferait comprendre que c'était moi le problème. Ce n'est que 3 ans plus tard, après qu'un autre client m'ait frappé au visage, que j'ai enfin appris qu'il existait un bouton d'urgence dans les chambres, un simple bouton que j'aurais pu presser ce jour-là. 3 ans à survivre dans un environnement où on ne t'explique rien, où le silence est une condition de travail. Ce jour-là, quand j'ai ramassé mes affaires après le coup, j'ai su que c'était fini. Ce n'était pas un moment de rage ou de drame, juste une certitude calme. J'avais assez donné, assez encaissé, et je ne voulais plus jamais revivre ce mélange de peur et d'impuissance. J'ai quitté le club, je n'y suis jamais retourné. J'avais 18 ans quand j'ai commencé à travailler comme escorte. Je venais tout juste de devenir majeur, mais j'avais toujours eu l'air plus âgé que mon âge, ce qui m'avait souvent valu des regards et des propositions bien avant que je sois prêt à les comprendre. À cette époque, je ne parlais pas. Pas par choix, mais parce que j'étais mutique depuis l'enfance. C'était une partie de moi que j'avais appris à accepter, et à transformer en quelque chose que je pouvais contrôler. Plutôt que de me cacher, j'ai décidé d'en faire un point de départ. J'ai mis une annonce sur Craigslist. Elle disait simplement « Jeune escorte masculin, muet, tarif par message ». C'était direct, sans détour, et en quelques heures à peine, j'avais une réponse. C'était une femme plus âgée, d'environ 50 ans. Dans ses messages, elle était douce, très posée, presque maternelle dans sa manière d'écrire. Elle ne cherchait pas à me bousculer. Elle voulait savoir si je me sentais à l'aise, si j'avais besoin qu'on fixe des limites. Ce ton-là, cette attention-là, m'a apaisé. Elle avait réservé une chambre dans un hôtel discret. Quand je suis arrivé, je portais des vêtements simples mais propres, un parfum léger, et une nervosité que je n'arrivais pas à cacher. Elle m'a accueilli avec un sourire triste, le genre de sourire qu'on fait quand on veut être heureux mais qu'on ne sait plus comment. On a eu un moment d'hésitation, puis elle m'a pris la main et m'a guidé vers le lit. On a couché ensemble, oui, mais ce n'est pas ce qui m'a marqué. C'est tout ce qui est venu après. Elle s'est allongée contre moi, comme si elle n'avait pas senti de chaleur humaine depuis des années. Elle a parlé longtemps, de sa vie, de ses enfants qu'elle ne voyait plus beaucoup, de ses soirées trop calmes et de son silence à elle aussi. Et moi, je l'ai écoutée. C'était la seule chose que je pouvais lui offrir pleinement. Je n'ai pas parlé, pas une seule fois, mais je crois qu'elle s'en fichait. Ce qu'elle voulait, c'était quelqu'un qui reste. Ce soir-là,
j'ai compris que ce métier, ce n'était pas toujours ce que les gens imaginent. Parfois, ce n'est pas une question de sexe, ni de performance, ni même de désir. Parfois, c'est juste une histoire de solitude. Et moi, j'étais là pour ça. Ce n'est pas exactement la même chose, mais j'ai rencontré quelqu'un sur un site de Sugar Daddy. À l'époque, je cherchais une relation avec quelqu'un de plus stable financièrement que moi. Au final, je suis devenue une survivante de violences sexuelles répétées. Donc non, ça ne s'est pas bien passé. Petite précision, je travaille avec la police de Baltimore depuis plus d'1 an, et je suis convaincu que cet homme faisait partie d'un réseau de traite. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel m'informant que le procureur avait décidé de ne pas porter plainte contre lui. J'ai eu droit à quelques trolls, des gens qui m'ont attaqué en ligne. Ça va. Je sais que certaines personnes n'ont aucun accès à leurs émotions, qu'elles sont froides, voire sociopathes. Mais si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne à éviter ce que j'ai vécu, alors tout ça aura valu le coup. Je fais des vidéos sur TikTok pour parler des dangers des rencontres en ligne, et elles ont été vues des centaines de milliers de fois. Les gens peuvent être dangereux, et les plus vulnérables sont souvent les cibles les plus faciles. Et il n'y a aucun petit commentaire sarcastique ou pseudo-provocateur sur le fait de mériter le viol ou les abus qui pourra me faire peur ou me briser plus que ne l'a fait mon agresseur. J'ai mis une annonce sur un site. Il a répondu rapidement, on a échangé quelques messages, puis on a fixé un rendez-vous. Il s'est occupé de réserver une chambre d'hôtel et s'est même présenté sur place avant moi. J'étais terrifié. Dans la voiture, mon cœur battait à toute vitesse. Je m'imaginais arrêté pour prostitution, mon visage dans le journal local, ma famille découvrant tout d'un coup une vérité que je n'étais même pas prête à affronter moi-même. J'imaginais aussi le pire, des scénarios violents, où je ne pourrais même pas crier à l'aide. Ma gorge était serrée de peur et de honte. Je me suis dit que je n'aurais jamais dû faire ça. Que c'était une énorme erreur. Que quelque chose de terrible allait m'arriver, que c'était peut-être ma punition, une sorte de retour de bâton karmique pour avoir voulu de l'argent de cette manière. Et puis il a ouvert la porte. Il avait un sourire doux, franc, presque réconfortant. Rien de prédateur ou d'inquiétant, juste quelqu'un de calme, à l'aise, presque heureux de me voir. Très vite, on a commencé à s'embrasser, et toute la tension que j'avais accumulée s'est mise à se dissiper. Ce qui a suivi n'a rien eu de brutal, ni de sale, ni même de dérangeant. Pendant 3/4 d'heure, il m'a donné du plaisir avec une attention presque désarmante, comme si j'étais la seule personne qui comptait à cet instant. Et puis, il y a eu 1 minute de sexe, à peine, un moment bref que j'aurais presque voulu prolonger. À la fin, il m'a proposé de l'argent en plus. Je ne m'y attendais pas. Je pensais sortir de cette chambre dégoûté de moi-même, humilié, vidé. Au lieu de ça, j'avais cette impression étrange d'avoir été presque vénéré. Pas dans un fantasme romantique, mais dans le regard d'un homme qui, pendant un moment, m'avait vu sans me juger. On a continué à garder le contact pendant 3 ans. Pas comme un couple, mais comme 2 personnes qui savaient qu'elles avaient partagé quelque chose de sincère, même dans un cadre inattendu. Sur le chemin du retour, j'ai repensé à tout ça. Et je me suis dit, à voix haute, et dire que j'ai fait ça gratuitement pendant des années. Je suis Sugar Baby depuis environ 1 an et demi. Ma toute première relation arrangée m'a appris énormément de choses que je n'aurais jamais pu découvrir autrement, du moins pas aussi vite. Des choses sur les dynamiques de pouvoir, sur mes limites, sur ce que je suis capable d'accepter ou de refuser. La toute première nuit où on s'est retrouvés dans un hôtel, j'étais morte de trac. Mon cœur battait trop vite, mon estomac était noué, mais j'ai tout fait pour rester calme, pour donner l'impression que j'avais tout sous contrôle. En réalité, on se connaissait déjà un peu. On avait échangé pendant 2 semaines, on était sortis dîner ensemble plusieurs fois, on avait appris à se parler, à se tester doucement. On avait instauré un certain confort.
C'est ce qui m'a permis de franchir le pas sans me sentir complètement en danger. Je sentais qu'il n'allait pas me piéger ou me pousser à faire quoi que ce soit que je n'aurais pas voulu. Et j'avais raison. Il n'a pas dépassé la ligne. Il était respectueux, attentif, presque maladroit par moments. Mais malgré ça, le moment où on est passé à l'acte m'a semblé étrange. Ce n'est pas anodin de coucher avec quelqu'un dans le cadre d'un accord financier, même si on s'entend bien, même si c'est clair entre nous deux. Ça demande de l'ajuster dans sa tête, d'accepter que ce soit un choix, pas une perte de soi. Ce soir-là, un seul verre de vin m'a aidé à relâcher un peu la tension. Juste assez pour respirer, pas assez pour fuir ce que je faisais. Finalement, l'expérience n'a pas été mauvaise du tout. En fait, on a vraiment accroché. Il y avait une complicité, une forme de respect tranquille, et même un peu d'humour. C'était moins mécanique, moins froid que je ne l'aurais cru. On a continué à se voir après, sans précipitation, et cette première expérience m'a donné une base solide pour tout ce qui a suivi. J'ai commencé à danser 3 jours après mon 18e anniversaire. Je vivais seul depuis mes 16 ans, et cela faisait déjà 1 an que je préparais ce moment. Je savais que, depuis que mes parents étaient devenus soudainement handicapés, je ne pouvais plus compter sur personne d'autre que moi. Travailler en club, pour moi, ce n'était pas une lubie. C'était la manière la plus rapide et la plus efficace de subvenir à mes besoins. Je me souviens de m'être entraîné comme une folle les mois précédents. Je courais, je faisais de la muscu, je surveillais mon alimentation. J'avais cette peur constante d'être largué dès mon arrivée, de ne pas être assez jolie, pas assez impressionnante. Je craignais que la direction ne me trouve pas à la hauteur. Je craignais que me déshabiller devant des inconnus me paralyse. Je craignais de finir ma première nuit sans avoir gagné 1 centime, à me sentir idiote et impuissante. Mais dès mon entretien, tout s'est passé autrement. La direction a été accueillante et bienveillante. Ils m'ont embauché sans hésitation. Et dès que j'ai passé les portes de l'arrière-salle du club, mon regard a changé. J'ai vu des femmes de tous âges, de toute morphologie. Certaines avaient des vergetures, d'autres de la cellulite, des rides où le maquillage s'était incrusté, des cheveux en bataille. Et pourtant, dans la lumière du club, elles étaient magnifiques. Elles avaient une présence, une confiance en elles, une énergie magnétique. Chacune d'elles avait ses habitués, des hommes qui semblaient prêts à tout pour un moment de leur attention. Je mesurais 1,75 m, je pesais 58 kg, j'avais de longs cheveux épais et des yeux bleus immenses. Je venais d'entrer dans la majorité, mais je comprenais que j'avais ma place ici. Je pouvais discuter de science, d'actualité, de littérature. Je n'étais pas qu'un corps. Et c'est ce mélange-là, cette assurance calme que j'avais cultivée, qui a plu. Mon tout premier client était un homme d'affaires de Mexico, vêtu d'une chemise hawaïenne, décalé mais charmant. Il m'a donné $300. La nuit est passée à toute vitesse, les clients se succédaient, je dansais, je riais, j'étais en mouvement constant. Quand je suis rentré chez moi, j'ai sauté dans les bras de mon copain avec un sourire jusqu'aux oreilles. Je pensais avoir gagné $500. En comptant plus précisément, après avoir versé mes pourboires, je me suis rendu compte que j'avais en réalité gagné $961. Et là, je me suis effondré en larmes. Pas de tristesse. Pas de honte. Juste ce soulagement immense, brutal, de comprendre que j'allais m'en sortir. Que je pourrais payer mes études, vivre, tenir debout, seul. Ce soir-là, dans ma minuscule chambre, je savais enfin que j'allais y arriver. Premier emploi dans le milieu, opérateur de sexto pour un site de rencontre. J'ai fini par découvrir que c'était une arnaque. En gros, j'étais comme un robot, et je n'ai jamais été payé pour parler aux gens. Ils me doivent au moins $120. J'espère que leur site sera un jour exposé au grand jour. Petite précision, le premier jour était vraiment bizarre. Je devais répondre à plein de mecs au hasard. Il n'y avait aucune formation, on nous jetait juste dans des discussions aléatoires.
J'inventais n'importe quoi pour faire durer la conversation, pour qu'ils achètent plus de crédit et que le site s'enrichisse pendant que nous, on n'avait rien. En gros, j'étais la personne qui disait « Tu n'aimes pas discuter avec moi ? Alors pourquoi tu n'achètes pas plus de crédit ?» Ah, et j'ai aussi oublié de dire. Je me souviens que dès le premier jour, je me suis senti vraiment mal à l'aise parce qu'en tant que bot, on avait accès à plein de photos nues de femmes au hasard. On aurait dit des actrices porno amateurs ou quelque chose comme ça, mais je me suis vraiment demandé, qui sont ces femmes ? Ça m'a paru totalement déplacé. J'ai commencé à 19 ans. Mon copain depuis 3 ans m'a quitté, alors j'ai déménagé dans une autre ville et je suis devenue travailleuse du sexe. Le tout premier soir, c'était calme. Aucun client. Mon patron, un homme plus âgé, m'a emmené à l'étage dans une des chambres, m'a poussé sur le lit et a forcé un baiser en mettant sa langue dans ma bouche. Quand je lui ai dit d'arrêter et que je ne pensais pas qu'on devrait faire ça, il m'a répondu que je devais bien finir par me sentir à l'aise dans ce travail. Je crois qu'il s'est senti un peu coupable, parce qu'il m'a donné $100 et m'a renvoyé en bas. Le lendemain, j'ai eu 2 clients. Le premier, donc mon tout premier vrai service complet, était tellement défoncé à la cocaïne qu'il a joui avant même que je le touche. Le deuxième, c'était pareil, sauf qu'on a eu le temps de mettre le préservatif cette fois. Je me suis dit, waouh, j'espère que ce sera toujours aussi simple. Spoiler, ce n'est clairement pas toujours aussi simple. Mais j'adore ce que je fais. J'ai été mise à la porte où je suis parti de moi-même à 19 ans, c'est compliqué. J'avais vu venir les choses et j'avais besoin d'argent rapidement, alors j'ai commencé comme stripteaseuse à 18 ans. Quelques années plus tard, pendant la grande récession, je suis passé à l'escorting à 22 ans. Mon tout premier job en tant que danseuse, c'était avec 2 autres filles pour une soirée privée. C'était un peu mon début, et même si je n'avais aucune idée de ce que je faisais, j'avais mes talons et je savais secouer mes fesses. On m'a littéralement jeté 2 cents dollars en billets d'$1 en 30 minutes. Je ne sais pas combien les autres filles ont gagné, mais j'étais déjà accro. Quand l'économie s'est effondrée quelques années plus tard, mes créneaux les plus rentables sont devenus bien moins fréquents. Je ne travaillais que sur appel, soirées privées, enterrement de vie de garçon, semaines d'intégration, etc., car je voulais éviter de m'attacher à un lieu fixe, mais ça m'a finalement porté préjudice. J'ai alors commencé à faire de l'escorting via une agence qui, honnêtement, était plutôt bienveillante, et je suis toujours étonné de ne jamais avoir eu à auditionner pour aucune d'elles. Le patron m'a envoyé voir un client qui s'est révélé être un vrai gentleman. Il était gentil, attentionné. Il m'a expliqué son point de vue d'une façon qui m'a permis de trouver un peu de paix et de faire taire la culpabilité que je ressentais. Je l'ai revu plusieurs fois, mais je pense que passé l'effet de nouveauté, il est passé à autre chose, ce qui me va très bien. Il m'arrive encore de penser à lui, et à ses magnifiques Golden Retrievers. J'espère qu'il mène une belle vie quelque part. Je suis presque certaine que ma vie aurait pris un autre tournant sans ces 2 expériences. Et ne te méprends pas, j'ai aussi vécu des choses abjectes, immondes, humiliantes, parfois juste pour payer le loyer, mais garder en mémoire ces rares moments de lumière m'a aidé à tenir bon, jusqu'à atteindre la liberté financière, renouer avec ma famille, et enfin pouvoir prendre ma retraite du milieu. « 2009 je venais tout juste de rentrer d'Afghanistan. Avant d'y aller, j'étais sûr de mon conservatisme modéré. Mais au retour, j'étais complètement différent. Quelques mois après mon déménagement à la Nouvelle-Orléans, j'ai commencé à explorer mon esprit et à remettre en question toutes les constructions que je m'étais imposées. Je me souviens être entré dans un bar appelé The Corner Pocket et avoir demandé si je pouvais danser pour de l'argent. Je suis un homme, et ce club est un strip club gay. Le barman m'a demandé si je pouvais commencer le soir même, m'a filé un paquet neuf de slips pour hommes et m'a dit « Fais-toi plaisir ». Jeu de mots probablement volontaire. Et je l'ai fait. J'en étais arrivé au point où j'en avais marre de me conformer à l'image de la personne que je pensais devoir être. Je voulais découvrir ce que j'aimais vraiment ou non. Et pourquoi ?
Je vais sûrement regretter d'avoir raconté cette histoire. J'ai gagné des pourboires. Mon corps était en pleine forme grâce à des mois d'entraînement intensif pendant ma mission. J'étais mort de trouille et plein d'appréhension, mais je crois que personne ne l'a vu. J'avais appris depuis longtemps à garder une contenance, et dans cette situation-là, ça devait ressembler à de l'enthousiasme et de l'assurance. Alors j'ai adopté cette posture, malgré l'anxiété, et j'ai simplement essayé d'assumer. J'ai passé environ 6 mois, je crois, à m'immerger dans la vie nocturne gaie de la Nouvelle-Orléans. Tout le monde savait que j'étais hétéro et, pour la plupart, ça ne posait aucun problème. J'ai beaucoup appris sur cette communauté, du moins en partie. Je ne me fais aucune illusion, la communauté gay ne se résume pas à cette seule facette de la vie. Je dirais que ça reste l'une de mes meilleures décisions, car j'ai énormément grandi en maturité émotionnelle et en confiance en moi. Je suis un homme gay. J'ai eu de gros problèmes de drogue à une période de ma vie, et je finançais ma consommation en postant des annonces sur Craigslist pour échanger du sexe contre de l'argent, ou parfois contre de la drogue, plus rarement. Mon premier jour, à la base, j'avais juste posté une annonce pour un plan sans prise de tête. Mais un mec m'a répondu. Il n'était pas du tout mon genre, mais il m'a proposé de l'argent pour qu'on couche ensemble, et j'ai fini par accepter parce que j'étais défoncé. J'étais super nerveux, je flippais que ce soit un flic, mais au final c'était un type vraiment sympa. C'est là que j'ai compris que je pouvais en faire un vrai plan pour gagner de l'argent. Et j'ai fini par avoir des rapports presque tous les jours, contre de l'argent, pendant 3 ans. La plupart des mecs étaient des gars normaux, plutôt gentils. J'ai eu quelques expériences flippantes, des appartements dégueulasses, infestés de cafards, ou des clients qui refusaient de me payer et on se disputait. Tout se faisait par Craigslist, et je n'envoyais jamais de photos de mon visage. Juste des photos de mon corps, ou des photos explicites. Je pense que je n'aurais jamais accepté la première fois si je n'avais pas été sous l'emprise de drogue. Mais plus mon addiction empirait, plus je dépendais de la prostitution, au point de devenir carrément un travailleur du sexe à part entière. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que je suis sobre. Avant, je regardais cette période avec beaucoup de honte, mais j'ai appris à accepter cette partie de mon passé. J'ai grandi, et ça fait partie de mon histoire. Je suis travailleuse du sexe indépendante et je veux profiter de cette discussion pour donner quelques conseils de sécurité, parce qu'il y a clairement des personnes ici qui posent des questions par curiosité, peut-être parce qu'elles envisagent de se lancer. Surtout en ce moment, où tant de gens ont perdu leur emploi. Lieu. N'amenez jamais un client chez vous. Les harceleurs sont un vrai danger dans ce métier. Les rendez-vous à domicile sont aussi risqués, surtout si vous ne connaissez pas la personne. Le mieux, c'est de louer une chambre d'hôtel et de faire venir le client chez vous. Faites toujours savoir à quelqu'un où vous êtes et que vous travaillez. C'est essentiel, surtout si vous devez vous rendre à un rendez-vous chez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donnez une adresse et indiquez combien de temps vous pensez rester. Si cette personne n'a pas de nouvelles passé ce délai, elle saura quoi faire. Ne faites jamais de rendez-vous en voiture. C'est un des moyens les plus faciles pour se faire arrêter par la police, ou pire, se faire conduire dans un endroit isolé et se faire agresser ou tuer. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois après un échange en ligne, parlez-lui toujours au téléphone avant. Ne vous contentez pas de messages. Vous pouvez détecter s'il s'agit d'un policier, ou s'il semble y avoir d'autres personnes avec lui. Évitez à tout prix les lieux où il y a plusieurs hommes. C'est ainsi qu'on finit par être agressé, ne pas être payé, ou pire. L'effet de groupe plus l'excitation sexuelle égale danger. N'acceptez jamais les expériences de copines ou les rapports sans préservatif. Si quelqu'un est prêt à avoir un rapport non protégé avec vous, il le fait probablement avec tout le monde. Ce n'est pas votre vie qui doit être mise en jeu. Si malgré tout vous prenez ce risque, ne jamais en discuter au téléphone ou par écrit. C'est illégal dans tous les États, et ce genre de choses est exactement ce que les policiers cherchent à piéger. Toujours être payé avant. Prenez soin de vous, et rappelez-vous que ce travail est loin d'être aussi glamour ou simple que certains veulent le faire croire.
Personnellement, ça a détruit ma vie sexuelle, rendu très difficile le fait d'avoir une relation honnête, et a peut-être définitivement changé ma façon de voir les hommes. Je suis tombé dans ce milieu presque par accident, en fréquentant des sites de rencontres. J'avais un profil sur POF, et un soir, un homme sans photo de profil m'a envoyé un message pour me proposer 500 $ en échange d'un rendez-vous. J'ai d'abord rigolé, mais il a insisté. Ma curiosité a fini par l'emporter. Ce soir-là, j'étais libre, mon enfant était chez son père, et 500 $ pour un simple rendez-vous, c'était tentant. J'ai accepté de le rencontrer dans un lieu public et de voir comment ça se passerait. On s'est retrouvés au casino du coin. Il avait une quarantaine d'années, costaud, avec un peu d'embonpoint. Il m'a expliqué qu'il était de passage en ville et qu'il avait été joueur de hockey professionnel. Je n'y connaissais rien au hockey, mais la conversation s'est bien passée et il m'a inspiré assez confiance pour poursuivre la soirée. Il m'a donné les 500 $ et on a passé la soirée à jouer et à discuter, lui buvait, moi je restais au ginger ale. Petite parenthèse sur moi, je suis d'une timidité maladive. Mais dans ce contexte, ça a joué en ma faveur. Je crois que ma timidité l'excitait. Elle donnait l'image d'une certaine innocence, et ça l'attirait. Plus tard, on est allé dans sa chambre d'hôtel. Il m'a proposé 500 $ de plus pour coucher avec lui. J'étais déjà bien à l'aise, donc j'ai accepté. Il a sorti des préservatifs, on s'est embrassé, il m'a laissé aller à mon rythme. J'ai fini par me laisser aller, je l'ai chevauché, et on a joui tous les deux. Ensuite, je me suis blotti contre lui. On a discuté un peu, c'était agréable. Je n'avais jamais été avec quelqu'un d'aussi grand, solide et mature. Il m'a tenu dans ses bras jusqu'à ce qu'il commence à s'endormir. Je suis allé me rafraîchir dans la salle de bain, j'ai remis mes vêtements, puis je suis parti avec mes 1000 $. En rentrant chez moi, j'étais partagé. C'était tellement facile. Un mélange d'excitation, un peu de culpabilité, et ce sentiment étrange de « je ne peux pas croire que j'ai fait ça ». Mais surtout, je me sentais légère, presque euphorique. J'avais passé un bon moment, c'était excitant, et j'avais une belle liasse de billets. J'ai décidé de recommencer. J'ai commencé à me renseigner sérieusement. J'ai d'abord utilisé Craigslist, puis je suis passé à un site réservé aux escortes. Je me suis fixé des règles claires, ne jamais accepter quoi que ce soit avant d'avoir rencontré le client pour un café en public. Et ne jamais poster de photos de visage. Je n'envoyais que des photos partielles, dénudées, prises du cou vers le bas, aux clients sérieux qui me le demandaient. J'ai toujours eu un corps très attirant, un M75 pour 54 kg, donc entre ma description un peu décalée sur le site et mes mensurations, j'étais inondé de demandes. Je pouvais me permettre d'être sélective, et je l'étais. L'un de mes premiers clients, officiels, était un jeune homme de mon âge, j'avais 20 ans. Il était un peu enrobé, aussi étudiant, venu d'une ville voisine. Il voulait que je lui apprenne à sortir avec une fille. Il voulait vivre un rendez-vous le plus naturellement possible, puis que je lui fasse un retour sur son comportement. Et franchement, c'était super. On a fait de la bouée sur le canal, bu un verre, parlé de bouquins, découvert qu'on était tous les deux des geeks avec les mêmes goûts en film. À la fin, il m'a payé pour coucher avec lui, je lui ai donné quelques conseils pour mieux me satisfaire, et on s'est quitté content du moment passé. Je crois qu'il aurait aimé me revoir, mais j'ai été clair, on ne pouvait pas devenir amis, pour protéger ma vie privée. Je l'ai même bloqué, par sécurité. Au début, le travail d'escorte était étonnamment simple. Ma timidité faisait partie de mon charme. Les hommes réagissaient en étant doux, patients, attentionnés, pour me mettre à l'aise. La nervosité est devenue de l'excitation, puis de l'envie. Mais, comme toujours, ce n'est qu'une question de temps avant que les mauvais clients n'arrivent. Homme ici. À l'époque, j'étais barman, et je me faisais souvent draguer. Un soir, une femme particulièrement insistante me faisait clairement des avances. Pour plaisanter, je lui ai dit que j'irais bien avec elle à sa chambre d'hôtel,
mais que ça allait lui coûter. Elle a été un peu vexée sur le moment, puis plus tard dans la soirée, elle est revenue me voir pour dire qu'elle était prête à payer. Elle m'a laissé un pourboire de 150 $ sur une addition de 30 ou 40, ainsi que la clé de sa chambre. J'ai fini par monter chez elle ce soir-là, complètement mort de trouille. On est allé droit au but. Elle avait cette attitude très directive, presque autoritaire. Elle me disait exactement ce qu'elle voulait, et moi j'essayais de suivre le rythme. L'ambiance était très professionnelle. Je crois que j'ai mieux performé que d'habitude, parce que je me sentais redevable, comme si je devais répondre à ses attentes. Après tout, elle me payait pour être là. C'était une expérience étrange. Et ça ne s'est pas arrêté là. Elle revenait en ville pour le boulot 2 fois par mois, à peu près, et presque chaque fois elle me faisait monter dans sa chambre. C'était toujours uniquement pour du sexe. Il y avait très peu de conversation. Elle ne cherchait ni à apprendre à me connaître, ni à se livrer. Chaque fois, elle me donnait 150 $. J'ai travaillé en indépendante pendant un court moment, à une période critique de ma vie. J'avais besoin de subvenir à mes besoins, et cette solution me permettait de le faire tout en gardant un certain contrôle. J'avais la possibilité de prendre mon temps pour choisir mes clients, être sélective, et même organiser des rencontres autour d'un café avant de m'engager. Ce genre de relation s'appelle un arrangement, c'est plus élégant que abonnement ou escorte exclusive. Mon expérience a globalement été très positive. La plupart du temps, on passait la soirée à discuter autour de quelques verres. J'étais un peu hésitante au début, nerveuse, mais pas au point que ça se voit. Le seul vrai moment de flottement, c'était pour fixer le tarif. J'étais tellement indécise que je restais silencieuse, perdue dans mes pensées. C'est là qu'il a compris que c'était ma première fois. Il a ri doucement, puis m'a donné un conseil que je n'ai jamais oublié, être direct sur la question de l'argent, sinon les clients peuvent mal interpréter la relation ou en profiter. Il était bienveillant, et comme c'était un habitué des arrangements, il a répondu à toutes mes questions. Il est resté l'un de mes 3 réguliers pendant longtemps. Je n'en ai jamais pris plus de 3, car il voulait pouvoir compter sur ma disponibilité. La majorité de mon temps était passé avec des gens qui voulaient simplement être écoutés, sans les complications ou les attentes émotionnelles d'une relation traditionnelle, mais avec les avantages. Avec le recul, je dirais que c'était 1/5 de sexe, 2/5 de discussion, et 2/5 à jouer le rôle de leur partenaire idéal. Les paiements étaient suffisants pour vivre correctement, même en étant migrante sans autre source de revenus. Les horaires étaient flexibles, ce qui m'a permis de continuer mes études. Certains clients m'ont même aidé grâce à leur contact sur place. Le pire que j'ai vécu ? Un rendez-vous rencontre café qui a duré 3 heures, avec un patron arrogant qui ne parlait que de lui pendant un déjeuner raffiné. À la fin, j'ai eu la liberté de refuser tout arrangement, et je suis simplement parti. J'ai arrêté ce travail quand j'ai rencontré mon partenaire actuel, qui n'était pas à l'aise avec mon activité. Ce n'était plus une période critique pour moi, donc je pouvais me permettre d'avoir moins de revenus. Mais honnêtement, ce travail n'a rien à voir avec les clichés qu'on entend souvent. J'ai passé de bons moments, rencontré des gens intéressants, et gardé un cadre très professionnel. J'avais 19 ans et, avec le recul, j'étais très naïve. J'ai mis une annonce sur un site de rencontre. J'ai reçu énormément de messages, mais la plupart m'ont vraiment effrayé, ou bien me proposaient des choses que je n'étais pas du tout prête à faire. J'ai fini par accepter de rencontrer celui qui semblait le plus normal. J'ai pris les transports en commun pendant 2 heures pour le rejoindre, complètement paniqué, mais le quartier où il vivait était vraiment chic, ce qui m'a un peu rassuré. Une fois arrivé chez lui, l'odeur m'a frappé. Il avait une légère surcharge pondérale, ce qui ne me dérangeait pas en soi, mais vu ma taille et mon poids, il aurait pu facilement m'écraser. Il ne voulait pas mettre de préservatif. J'ai insisté aussi gentiment que possible pour qu'il en mette. Il me saisissait pour jouer et essayait de me forcer contre lui. Heureusement, il ne m'a pas forcé, au final. Ça a été court, et moins terrible que ce que j'avais imaginé,
Mais une fois qu'il avait terminé, il a exigé une fellation, sans protection. J'étais mal à l'aise, car beaucoup de gens oublient qu'on peut aussi attraper des IST de cette manière, mais je me suis exécuté parce qu'il me poussait littéralement vers lui. Aujourd'hui, avec un peu plus d'expérience, je me dis que j'aurais dû poser des limites claires dès le départ, pas de douche, pas de capote égale pas de service. J'ai eu d'autres mauvaises expériences par la suite, mais celle-là, surtout parce que c'était la première, reste la pire. Je ne travaille plus dans ce milieu, mais parfois, j'entends des gens le dépeindre comme quelque chose de glamour ou de facile. Je voulais simplement apporter mon point de vue, ce n'est pas toujours aussi beau qu'on le pense. C'est un peu gênant à raconter, mais j'ai été stripteaseuse pendant 1 an et demi à l'université. Je suis blanche, et avant de danser, je n'avais jamais pris un seul cours de danse de ma vie. Pendant le premier mois, voire les 6 premières semaines, j'étais littéralement un désastre sur scène. Je gesticulais dans tous les sens en essayant vaguement de suivre le rythme, et je n'avais absolument aucune idée de ce que je faisais avec la barre, je n'en avais même jamais touché une. Assez rapidement, j'ai eu quelques habitués qui passaient juste pour boire un verre et me glisser quelques billets, par pitié je pense, histoire que je ne me sente pas trop mal. L'un d'eux s'appelait David, je m'en souviens encore. Pendant les premiers mois, il était régulier et bienveillant. Et puis un jour, j'ai senti que son regard avait changé, il n'était plus juste compatissant, il était attiré. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais enfin progressé. Mais mon anecdote la plus marquante, c'est une autre première fois bien plus drôle. Pendant 6 mois, j'ai travaillé au Club A, un endroit miteux, dans un coin paumé, avec très peu de clients. J'avais commencé là parce que c'était le seul club, sur les 7 où j'avais postulé, qui acceptait une fille sans aucune expérience. Je ne gagnais pas grand-chose, donc j'ai fini par arrêter et me suis contenté de mon job de jour. 6 mois plus tard, j'ai dû reprendre, faute d'argent. Mais cette fois, j'avais de l'expérience, et les meilleurs clubs de la ville étaient prêts à m'accueillir. J'ai choisi celui qui me semblait le mieux adapté, le Club B. Ils m'ont proposé une audition, à un jour et une heure précise. Et c'est là que les choses deviennent comiques. Petit contexte technique, il existe 2 types de barres de pole dance. La première, c'est une barre qui tourne, en fait, une partie intérieure fixe et une couche extérieure qui peut tourner facilement. C'est le top pour les performances, parce que ça demande très peu d'élan pour faire de belles rotations. L'autre type de barre, c'est une simple barre fixe, un peu comme un mât. Elle a un très léger mouvement, mais rien de comparable. Il faut générer soi-même toute la vitesse et la force pour pouvoir tourner. Tu l'auras deviné, au Club A, je ne m'étais entraîné que sur une barre fixe. Et le Club B avait, bien sûr, une barre qui tourne. Sauf que je ne le savais pas en arrivant. Pour mon audition, j'ai fait ce que je savais, j'ai pris beaucoup d'élan avant de sauter sur la barre, et là, l'horreur. Je suis parti à une vitesse folle. Les jets me tiraient littéralement les bras, je tenais à peine avec le bout des doigts, et j'étais à 2 doigts de m'envoler et de m'écraser contre les murs recouverts de miroirs. C'était terrifiant. Plus je tournais, plus j'allais vite, c'était un vrai cercle vicieux. Impossible à contrôler. J'ai fini par glisser assez bas pour pouvoir traîner mes orteils au sol, ce qui m'a permis de freiner un peu. Je me suis fait une sorte de brûlure au pied, mais franchement, j'ai eu de la chance de ne pas m'être blessé plus sérieusement. Le mec qui m'auditionnait n'a rien remarqué de tout ça. Il m'a juste dit que je pouvais commencer dès ce soir-là, si je le voulais. Et j'ai bossé là pendant un peu plus d'1 an. C'était il y a 8 ans. Aujourd'hui, j'ai terminé mes derniers cours de droit. Je suis sorti de cette vie depuis bien des années maintenant, mais quand j'avais 16 ans et que j'étais sans abri, un homme plus âgé m'a proposé une importante somme d'argent pour passer un week-end avec lui. Il pensait que j'avais 14 ans. J'étais très maigre à cause de la faim, donc c'était crédible. Il avait une chambre d'hôtel, m'a acheté des vêtements propres et du maquillage, puis m'a laissé seul quelques heures pour que je puisse me laver et me reposer. À son retour, il a jeté mes anciens vêtements et m'a emmené dîner. J'ai passé 3 jours avec lui,
et rien de tout cela n'a été terrible. Je ne vivais pas ma meilleure vie à l'époque, donc la barre n'était pas très haute. Il a été poli avec moi, n'a pas été brutal, me laissait boire un peu le soir, mais ne me laissait jamais me saouler ni me droguer. En public, il me faisait l'appeler papa, disant que sinon cela paraîtrait étrange, mais quand nous étions seuls, je l'appelais par un prénom ordinaire, que je suis certaine n'était pas le sien, donc cela ne m'a jamais semblé particulièrement prédateur. Je ne lui ai jamais dit mon vrai prénom, alors il m'appelait Anna. Nous sortions pendant la journée, parfois pour manger ou faire les magasins, une fois au zoo, et d'autres fois je restais à l'hôtel pendant qu'il sortait. Il ne m'a pas beaucoup parlé de sa vie, seulement quelques anecdotes de sa jeunesse et des histoires un peu absurdes. Il aimait que je lui raconte ma vie, des bêtises d'adolescente sur mes amis, mes parents, ce que j'aimais et pourquoi. Quand nous nous sommes quittés, il m'a donné un peu d'argent, mais il a utilisé la plus grande partie de ce qu'on avait convenu pour me payer un mois de chambre de motel. Il m'a dit qu'il s'inquiétait pour la façon dont je vivais. En plus de ça, il a dépensé pas mal d'argent en nourriture et produits de première nécessité, que je n'ai découvert qu'après son départ, donc je n'ai pas pu le remercier. Pourtant, je me suis senti plus soutenu et protégé par ce parfait inconnu, qui avait pourtant payé pour coucher avec une mineure, que par quiconque d'autre dans ma vie. Il a même prolongé mon séjour de 2 semaines avec l'accord du gérant. Le propriétaire est venu frapper à ma porte pour me dire de ne pas partir tout de suite. Avoir une chambre avec une serrure a changé énormément de choses pour moi. Je ne me faisais plus voler, donc je pouvais faire des petits boulots et cacher un peu d'argent. Je n'avais plus à craindre la violence que j'essayais d'éviter avant. Et je ne prenais plus de drogue tous les jours, car ma vie ne me dégoûtait plus. Quand mon séjour a pris fin, j'ai pu entrer dans une maison d'accueil, vivre un peu plus proprement et plus en sécurité, et je ne suis plus jamais retourné à la rue. J'ai encore pris pas mal de drogue et bu de l'alcool, mais pour m'amuser avec des amis, pas pour rester éveillé ou me réchauffer. Pour préciser, tout cela s'est passé au Canada, et c'était bien sûr totalement illégal. Je travaille comme escorte dans une agence, donc mon tout premier jour de travail a été directement un rendez-vous à l'hôtel. Heureusement, le client avait demandé une tenue spécifique, style business, sinon je n'aurais même pas su quoi porter. Je me sentais extrêmement mal préparé, franchement. Les gens ne se rendent pas compte, mais personne ne t'apprend ce métier, tu dois juste y aller et faire. Tu ne sais absolument pas comment ça fonctionne. J'étais hyper nerveuse, je transpirais beaucoup, et je me demandais s'il allait le remarquer. En plus, mes bas autofixants n'arrêtaient pas de glisser le long de mes jambes et j'essayais de les remettre discrètement. Je tentais de me donner un air de femme fatale, comme je croyais qu'il fallait ressembler à ça. Maintenant je sais que la plupart des clients s'en fichent complètement, ils veulent juste une vraie femme, pas une créature parfaite. J'attendais le client dans le hall de l'hôtel, près des ascenseurs. Il est enfin arrivé et ma première pensée a été « Oh, en fait, ça va être facile », parce qu'il était plutôt pas mal physiquement, mieux que ce que j'avais imaginé. Il m'a emmené vers la chambre mais sa carte ne fonctionnait pas, donc j'ai dû attendre la 10 bonnes minutes, le temps qu'il retourne à la réception pour la faire changer. Dans ces moments-là, tu ne sais pas du tout quoi faire et t'as l'impression que tout le monde autour de toi devine la situation. Et mes bas étaient toujours en train de tomber. Il est revenu, on est rentré dans la chambre et on a commencé à s'embrasser. Je lui ai demandé s'il voulait quelque chose en particulier, et il m'a regardé un peu bizarrement en répondant « Bah je sais pas, du sexe ». C'est là que j'ai compris que la seule différence entre le sexe gratuit et le sexe payé, c'est qu'un est payé et l'autre non. Mais à ce moment-là, je pensais qu'il y avait forcément quelque chose de fondamentalement différent dans le sexe tarifé. Mes bas glissaient toujours, je m'en suis excusé et il m'a dit « Pourquoi tu ne les enlèves pas simplement ?» Et dans ma tête je me suis dit « Sérieusement ? C'est toi qui les avais demandés. » Si j'avais su, je ne me serais pas embêté à venir habiller avec cette tenue complètement peu pratique. On a fait ce qu'il y avait à faire, et c'était effectivement étonnamment simple. En sortant de la chambre un peu plus tard, mes bas encore en train de tomber, évidemment, je me souviens d'avoir touché l'argent dans mon sac et de ne pas croire que je venais réellement de le faire. J'étais super fier de moi.
Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.